Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez déroutante, tirée des écrits de Nassim Nicolas Taleb, l'antifragilité. La promesse, elle est simple mais puissante. Et si certains systèmes ne se contentaient pas de survivre au choc, au stress, au chaos, mais en sortaient meilleurs, plus forts. C'est une remise en question totale de ce qu'on entend par solidité. Absolument. D'ailleurs, pour nous faire comprendre, la source propose une image, la triade. C'est très simple. Imaginez un objet fragile, une tasse en porcelaine, Ok, un choc, et elle se brise. C'est le fragile. logique. Ensuite, un objet robuste, disons un bloc d'acier. On le frappe, il résiste, il ne bouge pas. C'est le robuste. Et on a tendance à penser que c'est ça, l'opposé du fragile. Et c'est là que ça devient intéressant. La source nous dit non. Le véritable opposé du fragile, c'est ce troisième type d'objet, l'antifragile. C'est quelque chose qui, si on le frappe, non seulement il ne se brise pas, Mais il se renforce. exactement, le choc lui est bénéfique. C'est ça le cœur du concept, ce gain face au désordre. Ce qui est fou, c'est que le concept est partout autour de nous, mais on n'a même pas de mots pour ça. La source le souligne bien. Dans la plupart des langues, il n'y a pas d'antonyme pour fragile. C'est un angle mort de notre pensée. C'est exactement ça. D'où l'importance des exemples, pour rendre ça concret. Alors allons-y. Le premier mécanisme, c'est ce que la source appelle la surcompensation. L'idée qu'un système complexe réagit à un stresseur. Mais pas en revenant juste à la normale. Non, il va un peu au-delà. Pour être mieux préparé pour la suite. L'exemple de la mythologie est parfait. L'hydre de Lerne. Ah oui. On lui coupe une tête. Il en repousse deux, encore plus fortes. C'est l'image parfaite de l'antifragilité. C'est ça. Et dans le quotidien, c'est l'haltérophilie. Si je soulève 150 kilos, mes muscles subissent des micro-déchirures. Mhm. Et le corps, il ne se contente pas de réparer à l'identique. Il surcompense. Il reconstruit un peu plus solide. En se disant « attention, ça pourrait revenir Voilà. Pour être prêt à soulever 152 kilos la prochaine fois. Le stress a littéralement bâti du muscle. ». Et c'est un principe biologique fondamental. Les sources utilisent deux termes pour ça qui sont fascinants, la mithridatisation et l'hormèse. La mithridatisation? Oui, ça vient de l'histoire d'Agrippine, la mère de Néron. Elle était persuadée que son fils allait essayer de l'empoisonner. Ambiance. Sympa à la cour impériale. Plutôt, oui. Et donc, pour se protéger, elle s'est mise à ingérer de minuscules doses de poison Pour s'immuniser. pour s'immuniser. C'est une stratégie antifragile. Elle a utilisé le poison pour devenir plus forte face au poison. Et l'hormèse, c'est le même principe. C'est le nom scientifique, oui. Une substance toxique à haute dose peut être bénéfique à faible dose. Un peu de stress, ce n'est pas juste tolérable, c'est vital. Attends, ça veut dire que notre réflexe de tout protéger, de tout lisser, ce serait en fait dangereux. C'est exactement la conclusion. Priver un système de stresseurs, de volatilité, c'est le fragiliser. C'est le rendre plus faible. L'analogie de la source est imparable. Si on passe un mois alité sans le moindre effort, Et les muscles fondent. ils s'atrophient. Le manque de stress les a rendus plus faibles. En voulant éviter les petits problèmes, on se prépare à une catastrophe bien plus grande. Et ce réflexe de vouloir aider à tout prix, ça a un nom, ça, n'est-ce pas? Oui, et ça nous amène au cœur du problème. Ça s'appelle l'iatrogénèse. Iatrogénèse. C'est un terme médical qui veut dire littéralement provoqué par le médecin. Le mal causé par celui qui veut soigner. C'est exactement ça. Ça arrive quand on intervient de manière naïve dans un système complexe qu'on ne comprend pas vraiment, Même avec les meilleures intentions du monde. surtout avec les meilleures intentions du monde. Et les exemples sont partout. En santé, par exemple, la surprescription d'antibiotiques pour un simple rhume. Qui est viral, donc ça ne sert à rien. Pire, ça crée des résistances. Le médecin veut faire quelque chose. Mais parfois, la meilleure chose à faire, C'est de ne rien faire. laisser le corps travailler. Et cette logique, elle s'étend bien au-delà de la médecine. Pensez à l'économie. La source désigne Alan Greenspan, L'ancien patron de la Réserve fédérale américaine. lui-même, oui, comme l'archétype de l'iatrogéniste. Son obsession, c'était de lisser le cycle économique. D'empêcher les petites récessions, d'étouffer la volatilité. Mais on peut le comprendre, non? Personne n'a envie d'une récession. C'est un réflexe humain. Sur le moment, tout le monde devait applaudir. Bien sûr. Sauf que ces petites récessions, c'est comme des petites fièvres. Elle purge le système. Voilà. Elles éliminent les entreprises qui ne sont pas viables. En supprimant ces purges pendant des années, Greenspan a permis à des risques énormes et invisibles de s'accumuler.
C'était stable en surface, mais en dessous, ça devenait de plus en plus fragile. Et en 2008, tout a explosé. C'est l'image de la forêt. Si on empêche systématiquement les petits feux, Le sous-bois s'accumule, et un jour, une étincelle, déclenche un incendie gigantesque. c'est ça, et c'est la même dynamique en politique, avec le soutien à des régimes autoritaires au nom de la stabilité. La source oppose la Syrie du parti basse, hyper centralisée, rigide et donc fragile. Au Liban, qui de l'extérieur paraît chaotique, mais qui a une forme de résilience. En Syrie, l'absence de petites soupapes a fait que la pression a monté jusqu'à l'explosion. Et à l'inverse, il y a un modèle qui semble fonctionner. Oui, la source met en avant le modèle suisse. De l'extérieur, c'est ennuyeux. C'est vrai. Mais cette stabilité ne vient pas d'un contrôle central. Au contraire, c'est un système décentralisé, géré par le bas, au niveau des cantons. Ça empêche les grandes idéologies, les plans utopiques, de prendre le dessus. La citation est géniale. Staline n'aurait pas pu exister dans une municipalité. L'échelle locale est un vaccin contre cette folie. Mais la question qui tue, c'est qui paie pour ces erreurs? Pour la crise de 2008, pour les interventions politiques ratées. Tu mets le doigt sur le problème éthique central. Parce que Greenspan, lui, il a coulé des jours heureux. Et la source nomme ces personnes les fragilistas. Le fragilista. C'est le consultant, le banquier, le haut fonctionnaire qui, depuis son bureau, prend des décisions qui affectent des millions de gens. Si ça marche, il touche un bonus. Et si ça rate, ce sont les autres qui payent. Le risque est transféré. Il a tous les avantages, aucun des inconvénients. C'est le fameux skin in the game. Ne pas avoir sa peau en jeu. Précisément, et ça débouche sur la règle d'or éthique du livre. Tu n'auras pas d'antifragilité aux dépens de la fragilité des autres. C'est une critique féroce de cette asymétrie du pouvoir. Où ceux qui décident sont déconnectés des conséquences. D'accord. Donc, comment peut-on soi-même devenir plus antifragile, mais de manière constructive? La clé, c'est le concept d'optionnalité. L'optionnalité? Oui, c'est une situation où le gain potentiel est bien plus grand que la perte potentielle. L'histoire de Thalès de Milet est l'exemple parfait. Ah oui, le philosophe dont on se moquait. C'est ça, le cliché du philosophe fauché. Exactement. Vexé, il a voulu prouver qu'il pouvait s'enrichir. Grâce à l'astronomie, il a prédit une récolte d'olives exceptionnelle. D'accord. Et pendant l'hiver, quand personne n'en voulait, il a versé un petit acompte pour louer tous les pressoirs à olives de la région. Malin. Son risque était minime. Justement, son risque, c'était juste son acompte. Mais quand la récolte record est arrivée, tous les producteurs se sont rués vers lui. Et il a pu sous-louer ses pressoirs à un prix exorbitant. Perte limitée, gain potentiellement illimité. C'est l'asymétrie positive. Et comment on applique ça aujourd'hui? La source propose une stratégie très concrète. La stratégie barbell, l'haltère. Une altère. Imaginez une haltère. Du poids aux deux extrémités et rien au milieu. Appliquer à l'investissement, ça veut dire mettre, disons, 90% de son capital dans des actifs ultra sûrs, du cash, des obligations d'État. Des choses qui ne peuvent pas s'effondrer. On évite le milieu risqué. Et les 10% restants, on les investit dans des paris très spéculatifs. Des startups, des cryptos. Donc en gros, c'est mettre la majorité de son argent sous son matelas et avec le reste, acheter des tickets de loto. Mais des tickets intelligents. C'est une bonne image, oui. La beauté de la chose, c'est que le pire qui puisse arriver, c'est de perdre 10%. La perte est capée. Mais le gain? Si une seule start-up devient le prochain Google, le gain est quasi illimité. On est exposé positivement au hasard. On se positionne pour bénéficier des bonnes surprises. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça se concentre autant sur ce qu'il faut éviter que sur ce qu'il faut chercher. Tout à fait. C'est le principe de la via negativa. La voie négative. C'est l'idée que la connaissance la plus robuste, ce n'est pas de savoir ce qui est vrai, mais de savoir ce qui est faux. La soustraction est plus puissante que l'addition. C'est très concret pour la santé, la via négativa. C'est, avant d'ajouter des compléments, commence par enlever le sucre, les sodas. L'effet sera bien plus spectaculaire. Et la source va même plus loin. Oui. Elle réhabilite la procrastination. Alors là, ça va plaire à beaucoup de monde. La procrastination, une bonne chose. L'idée, c'est que c'est peut-être un mécanisme de défense naturelle, un filtre. Il nous empêche d'intervenir trop vite. En laissant du temps, souvent, le problème se résout de lui-même. On évite de faire une bêtise par impulsion. On évite l'hydrogéné. Ça me fait penser à la critique de la connaissance théorique dans les sources. Il y a cette histoire du Green Lumber Fallacy. Oui, l'erreur du bois vert. C'est l'histoire d'un trader qui a gagné des fortunes en spéculant sur le bois vert. Ok. Un jour, on lui demande ce que c'est et il répond « du bois peint en vert, non ?»
Il ne savait même pas ce qu'il vendait. Aucune idée. Sa connaissance théorique était nulle, mais sa connaissance pratique du marché du risque était immense. Il savait ce qu'il fallait éviter. Pendant que des universitaires se seraient ruinés sur ce même marché. C'est la métaphore des conférenciers qui expliquent aux oiseaux comment voler. C'est vertigineux. Mais alors, si on ne peut pas se fier aux livres, à quoi on se fie? La source propose une règle simple mais puissante pour ça, l'effet Lindy. L'effet Lindy. La règle, c'est que pour tout ce qui est non périssable, une idée, un livre, une technologie, son espérance de vie future est proportionnelle à son âge actuel. C'est-à-dire? Un livre qui est lu depuis 100 ans a plus de chances d'être encore lu dans 100 ans qu'un best-seller d'hier. Une technologie comme la chaise, qui a des milliers d'années, a plus de chances d'exister dans 50 ans que le dernier gadget à la mode. Exactement. Le temps est le filtre ultime. Chaque jour qui passe est une preuve de robustesse. C'est une critique radicale de notre obsession pour la nouveauté. Ce que la source appelle la néomanie. L'effet Lindy, c'est une boussole. Fais confiance à ce qui a duré. Donc, si on résume, on part de l'antifragilité, ce gain face au désordre. On voit le danger de nos bonnes intentions, l'iatrogénèse. On trouve un principe éthique avec le skin in the game. Et on repart avec des outils concrets, la stratégie barbell pour l'action, l'effet Lindy pour la connaissance. C'est un changement de paradigme complet. C'est une nouvelle grille de lecture du monde, oui. Au lieu de chercher à tout prédire et tout contrôler, ce qui est impossible, Il faut construire sa vie de manière à ce que l'imprévisible nous soit favorable. il faut arrêter de lutter contre la volatilité et commencer à danser avec elle. Pour finir, il y a une pensée provocatrice qui m'a marqué dans les sources. L'auteur mentionne que la personne qui était tout en bas du classement de sa promotion s'est avérée être de loin la plus prospère. Ça pose une question dérangeante sur notre système éducatif, non? On passe notre temps à optimiser des notes, à suivre des programmes. Et si on passait complètement à côté de l'essentiel? Si la compétence la plus précieuse, c'était celle qu'on ne peut pas noter, la capacité à apprendre de ses erreurs, à s'adapter au chaos du monde réel, quel savoir fondamental nos écoles ignorent-elles en traquant les petites erreurs au lieu de nous apprendre à les aimer?